Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va commencer d'abord par notre focus, vous le savez, avec votre série préférée, un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy. On découvre ça dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. De quoi vous allez nous parler? Je vais vous parler d'une pratique artistique liée à l'univers vidéoludique, la photographie in-game, qui consiste à faire des captures d'écran en pleine partie de jeux vidéo. Alors, peut-on parler d'œuvres d'art ou est-ce que ce sont de simples cadrages à partir du travail des concepteurs de jeux vidéo? Eh bien, on se pose la question tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre question du jour. On va s'attaquer à un mal qui touche de nombreux élèves de la 5e à la terminale et même au-delà, la peur des mathématiques. Mais oui, pourquoi cette discipline pourtant fondamentale suscite-t-elle autant l'anxiété et autant de blocage parfois chez certains d'entre nous? Est-ce une fatalité aussi? On va mener l'enquête et vous dévoiler les clés pour enfin apprivoiser les chiffres et les équations. Et on va le faire avec notre invité aujourd'hui, Younes Messoudi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. On est avec plaisir. Ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de G20 en maths. C'est ce qu'on espère tous, avoir 20 en maths. Ouais. Bon, vous allez nous donner la recette magique dans un instant, juste après le focus. Avant d'avoir 20 sur 20 en maths, on va regarder un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran, qui nous est proposée toujours par notre partenaire, Le Clémy. Allez, autre chose maintenant, que vous souhaitiez booster votre moyenne ou vous préparer sereinement au brevet ou au baccalauréat qui approche à grande vitesse, vous êtes au bon endroit. Nous allons tenter de vous révéler les secrets des champions des mathématiques et comment organiser efficacement vos révisions dans les semaines à venir, quels sont les supports d'apprentissage aussi les plus efficaces, des vidéos explicatives aux exercices corrigés et comment suivre vos progrès et rester motivé, c'est important tout au long de l'année. On en parle avec notre invité dans la première partie du talk. G20 en maths, c'est le nom de notre structure, Younes Messoudi. Moi, je rêverais d'avoir 20 en maths. Ça m'est jamais arrivé, pour être très honnête. Moi, je l'ai pas eu au bac. C'est pas vrai? Je vous assure. Mais c'était plutôt votre quotidien quand vous étiez plus jeune? En fait, j'ai appris à aimer les maths grâce à un professeur dont je remercie, j'espère qu'il nous regarde aujourd'hui, c'est Monsieur Blandel et Madame Renard, qui m'ont pris conscience que je pouvais réussir. Parce qu'avant, j'étais pas un très féru en mathématiques. D'accord. Et j'ai vraiment cet aspect de confiance qui m'ont dit tu peux le faire. Et donc, je me suis accroché. Bien sûr, j'ai travaillé, mais depuis aujourd'hui, je kiffe les maths. Comme quoi ouais, comme quoi, c'est vraiment, je pense que c'est, ouais, c'est sûr. Ouais. Pour moi, c'est 90%. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à créer G20 en maths? C'est un constat que vous avez fait sur cette génération, et d'ailleurs les précédentes aussi, qui ont du mal, qui sont impressionnés par les mathématiques? Aujourd'hui, les jeunes, surtout cette génération, ils sont énormément enclins au digital. Ouais. Donc si vous voulez les accrocher, si vous leur faites un cours standard d'1h30, ils ne vont pas accrocher. Moi, j'ai opté sur un principe, 5 minutes d'attention sur une notion à leur expliquer de manière très simple. Et après, il faut faire un peu d'exercice, mais 5-10 minutes d'intention, mise en place d'exercice, et ça matche mieux. 5 minutes d'attention, expliquez-nous, comment on peut le faire chez nous, par exemple? Alors en fait, à la maison, si c'est avec les parents, ça passera pas toujours bien. D'accord. Je pense que l'outil digital bien structuré, que ce soit les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est important, il faut vivre avec notre temps, donc les réseaux sociaux sont là, YouTube est là. Je pense que si vous avez il y a des bons professeurs qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on peut suivre, qui sont bien recommandés. Et donc, en 5 minutes, une question. Vous répondez à la problématique de votre enfant en une question. Okay. Ça vous prend 5 minutes. Après, il a un petit schéma d'exercice à faire. Et ce qui est très important à comprendre dans l'apprentissage, c'est commencer par des choses faciles. Et ne commencez pas par des choses compliquées. On va toujours faire des trucs durs. Commencez par simplement, on a appris à marcher en tombant. Et c'est ce que je dis à mes jeunes. Il faut absolument pouvoir travailler de cette manière-là. Ouais. Donc, on fait une vidéo, une question. Comme ça, il n'est pas, entre guillemets, embrouillé. D'accord. Et après, il travaille cette notion-là. Une fois qu'il a consolidé à la base, on peut attaquer sur une autre thématique. Quoi. Est-ce que tout ça, expliquez-nous, c'est payant? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, moi, aujourd'hui, il y a 2 aspects, mais vraiment YouTube et TikTok, je mets toutes mes ressources sur ces éléments-là, parce qu'en fait, je pars du principe qu'on a le droit à la gratuité de l'éducation, même si moi, j'ai une plateforme qui est payante. Mais ça, c'est un autre aspect. Ouais. Et sur YouTube, vous allez trouver une grande richesse de contenu, des fiches d'exercices entièrement gratuites, corrigées, comme si je les avais fait sur mon site, mais pour toucher un maximum de monde. Et ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, ça commence à bouger. Et le bac qui arrive, c'est prometteur. L'année dernière, ça avait super bien marché. Et puis cette année, moi, à partir de mai, je fais des lives tous les soirs pour répondre à vos questions. C'est ça, on vous voit là à l'écran, regardez. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. Donc les profs de maths à la base? Prof de maths, ouais. C'est ça, prof de maths, ouais. Prof de maths, puis un parcours à l'ENS aussi, je crois. En fait, non, moi j'ai eu un Master of Science en mathématiques. C'est ça. Ouais, donc et l'idée, c'est vraiment aider le jeune. Mon but, c'est vraiment d'aider. Aujourd'hui, c'est
allez foncer sur les réseaux sociaux, vous trouverez des profs qui sont vraiment compétents dans toutes les matières. Il y a vraiment dans toutes les matières, on peut vraiment avoir un prof particulier chez vous avec des ressources vraiment de qualité. Ouais. Alors ça c'est intéressant, ça pose une question aussi essentielle. Est-ce qu'il est encore nécessaire aujourd'hui de prendre un cours particulier ou des cours particuliers avec un professeur particulier quand on a accès à cette multitude, vous en faites partie, mais de contenu et de créateurs de contenu sur Internet? En fait aujourd'hui le cours particulier, ça permet de répondre aux besoins de l'enfant à l'instant T. Et ça rassure aussi surtout le parent. Ça, c'est important. Et également l'enfant qui a le sentiment d'avoir quelqu'un qui peut répondre au moment T sur son besoin. Ça, c'est le cours particulier et ça peut être bénéfique. Un jeune qui est assez proactif, moi j'imagine un élève de terminale, il est en mesure de pouvoir se co-construire sur sa formation. Et l'idée, c'est si on lui balise la thématique, si on lui balise des fiches, s'il suit le chemin, il est capable de le faire seul. Après, on peut avoir un complément. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire du cours particulier. Ça, c'est aussi important à souligner. Tout à fait. Et puis, il y a un sujet d'autonomie aussi, quelque Bien part. Sûr. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez démarré en disant « tout le monde a peur des maths ». Ouais. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'entends assez souvent. Et puis, c'est une phrase qui, entre guillemets, de manière journalistique, va très bien marcher. Et moi, je ne la mettrais pas de ce sens-là. En fait, les maths, c'est universel. C'est adapté à tout le monde. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et en fait, on a tous eu une expérience de difficultés en mathématiques. Je vous parle du théorème de Pythagore, théorème de Thalès, les puissances, les additions, le signe moins. Ça, pour tout le monde, ça a mis des gros soucis. Moi, je pense qu'il faut vraiment se dire, faut arrêter de stigmatiser les maths. Aujourd'hui, si on n'y avait pas de maths, on ne serait pas sur le plateau. Je ne pourrais pas parler dans mon micro. Le monteur ne pourrait pas tourner. Vous ne pourrez pas là. On est envahi de maths. C'est vrai que c'est inhérent dans notre vie, mais c'est un vrai besoin. Mais c'est pas facile d'enseigner, c'est un métier qui est très compliqué, mais il faut essayer de leur donner goût et essayer de leur expliquer à quoi ça sert. Si vous répondez à un jeune, à quoi ça sert, et aujourd'hui, parlez-leur du téléphone. Quand vous envoyez un message, ça peut être tout bête, c'est crypté, mais comment ça se décrypte, et tous ces éléments-là, si vous les rendez curieux, ils vont vous écouter. Ouais. Donc le sujet, c'est pas tellement la peur des maths que plutôt la manière dont on l'enseigne. Alors après, je pense que l'enseignement en France, il est bien effectué. Il y a après d'autres critères sur lesquels je pense que c'est pas le débat, c'est sur les classes surchargées. Il y a des différents paramétrages, aussi des niveaux qui sont très hétérogènes. Ça, c'est aussi très compliqué. Quand vous avez une trentaine d'élèves sur lesquels il n'y a pas les mêmes niveaux pour faire sa programmation de cours, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous êtes pour les classes de niveau en fait, moi, je pense qu'il faut aider l'équipe pédagogique à avoir peut-être des groupes plus petits. Moi, j'aurais tendance à avoir des groupes plus petits pour leur permettre d'apprendre de manière beaucoup plus facile, comme c'est fait dans les pays scandinaves, qui sont en avance de 10 ans, ils sont dans le futur, eux. Et donc ça, c'est excellent. Mais après, c'est des moyens qu'il faut mettre en place. Mais je suis persuadé que certains vont réagir à ce que je vais dire maintenant sur l'IA. Si on travaille bien avec l'IA, si on travaille bien avec l'outil numérique, on peut vraiment aider nos jeunes. Et je pense que ça peut être un complément en faisant de l'aide personnalisée. Si vous avez un groupe d'élèves qui n'ont pas compris une notion, vous les mettez devant la notion avec une vidéo d'un prof dont on est carré, on sait que ça va être bien présenté. Après, une batterie d'exercices sur lesquels on peut s'entraîner, ça peut décharger le collègue et qui vient vous faire, après le tour, regarder ce qui se passe. Mais ça veut dire que vous l'utilisez aujourd'hui, moi, je sais que... Alors en fait, moi, dans mon outil, effectivement, je l'utilise. C'est en fait à partir d'une erreur. En fait, j'ai utilisé sur des milliers d'étudiants qui utilisent la plateforme et on a remarqué qu'il y a certaines erreurs qui arrivent et en fonction des erreurs, on arrive à mettre en place un parcours spécifique pour le faire progresser. Ouais. Donc c'est les balbutiements, mais on commence à le faire avec l'équipe. Ouais. C'est adapté en tout cas aux nouvelles technologies et votre site propose de créer un planning de révision, de suivre sa progression avec un système de médailles. C'est ça, en fait, effectivement. En fait, on veut valoriser aujourd'hui, c'est de la gamification. Si vous voulez donner l'intérêt à un jeune, que lorsqu'il joue à un jeu, il va acheter des petites affaires, des choses comme ça, il va customiser. Dans le sur Gemment, on a voulu faire la même chose. Il va gagner des biceps. Pour moi, c'est pour leur donner de la confiance. Et en fait, s'il réussit un exercice, il reçoit une récompense. Et puis à un moment, il va passer par grade pour finir à la célèbre médaille de Fields. Qu'on rêve tous d'avoir, mais que j'aurais pas, je suis trop tard. Et puis, je n'ai pas les compétences pour le faire. Bon, vous le souhaitez un jour. Je suis trop tard. Trop tard. J'ai dépassé les 40. Oh non. C'est fini. Ah, c'est ça. C'est intéressant, ça dit. C'est une base, il faut avoir 40 ans. Ouais. En dessous de 40 pour avoir... Après, il y a le Abel, qui est le synonyme du prix Nobel. Ouais. Mais là, ce sont vraiment des pointures. Et en toute humilité, je ne suis pas. Bon, vos élèves, peut-être. Moi, j'aimerais. Oui. Vous affirmez que réviser les maths n'a jamais été aussi simple. Effectivement. Ça aussi, ça fait réagir. Parce que
nombreux, encore une fois, sont les élèves, et j'ai bien entendu, vous disiez c'est une phrase de journaliste, mais le fait est que, on le voit notamment chez les jeunes filles, les jeunes filles s'éloignent de plus en plus des matières mathématiques, scientifiques, etc. C'est quoi l'obstacle principal aujourd'hui que les jeunes, et notamment les jeunes filles, rencontrent avec les maths? En fait, vous avez posé une très bonne question, et c'est surtout à la base. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on est petit, dès qu'on est à l'école maternelle, on a déjà un discours qui est les filles, c'est plus à l'aise avec les lettres, avec la littérature, avec le français, l'anglais, et les garçons, c'est plus logique. Donc, dès qu'on est petit, on instaure cette idée dans l'inconscient des jeunes. Donc, plus on avance dans les années, plus ça se renforce. Et après, il y a certaines filles qui se mettent eux-mêmes une barrière. En fait, on crée une barrière invisible, mais qui est réellement réelle. Et en fait, je pense qu'il faut déconstruire ça. Et ça va passer par, si on faisait un article en disant pourquoi n'y a-t-il pas assez d'hommes instituteurs, ou pourquoi les hommes ne vont pas souvent faire des langues. Ça, on inverse la tendance. On inverse la tendance. Et si on le faisait dans ce sens-là, eh bien, je pense que ça porterait ses fruits. Mais moi, je pars du principe que dès qu'on est petit, il faut indiquer qu'on est... En fait, les maths, c'est pas genré, si je peux me permettre l'expression. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance. C'est pas genré, c'est ouvert pour les hommes et pour les femmes. C'est simplement, si tu aimes, vas-y, mais on est tous capables de le faire. Et il ne faut pas qu'on dise à un jeune ou une fille, tu n'es pas en mesure. Et moi, par expérience, les filles que je suis sont plus brillantes que les garçons. Notamment en mathématiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont très structurées. Ouais. Nous, les jeunes, nous, les gars, on n'est pas très structurés à notre âge. Et les filles, c'est très carré, elles font des super fiches, elles font des exercices, c'est très... Vraiment... moi, j'aime bien. Donc, vous les poussez à... Ah ben non, ouais, on les pousse énormément, ouais. Mais là, il y a une tendance qui est en train de se faire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'émissions comme les vôtres qui permettent de dire, attention, les filles, il en manque cruellement. Et ça commence à arriver. Et on va sentir, je pense, les effets d'ici 10-15 ans. Mais il faut que nous, en tant que parents, et dans notre entourage, dès qu'on est un jeune qui est petit, qu'on arrête les histoires de dire c'est fait pour les gars, c'est fait pour les filles. Non. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Bon, on continue à en parler dans un instant. Avec plaisir. On fait d'abord juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. C'est la fin du Zap et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de notre invité aujourd'hui, Younes Messoudi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de G20 en maths. On va continuer à distiller les éléments de la recette magique dans un instant. D'abord, on laisse passer à la chronique de Jeanne qui a une idée derrière la tech.
Jeanne, focus aujourd'hui sur un usage qui a émergé dans le monde vidéoludique, la photographie in-game, qui consiste à prendre des captures d'écran pendant des parties de jeux vidéo et les élever au rang de pratique artistique. Absolument. Imaginez que vous êtes en train de parcourir le dernier Assassin's Creed Shadows, vous luttez pour votre survie et là, soudain, la beauté de la lumière vous arrête, clique, l'image est dans la boîte, bravo. Comme Franz Bouma, dont on voit ici les prises de vue dans l'opus d'Ubisoft, vous aurez immortalisé la couverture de brume venue border les flots du Japon ou les rayons du soleil qui caressent le héros et sa monture. Et surtout, vous aurez intégré une nouvelle famille, celle des photographes in-games. Alors, d'où nous vient cette pratique ? Eh bien, de la multiplication et du perfectionnement des mondes ouverts dans nos jeux vidéo, ces mondes virtuels que les joueurs peuvent parcourir librement, qui ont fait dès les années 2000 naître toute une génération de screenshotters ou captureurs d'écran. Mais c'est en 2016, avec la technologie NVIDIA Ansel, que le premier mode de photo universel avec filtre, réglage de profondeur de champ, etc., est ajouté à une variété de jeux vidéo et cela va amener à une variété de styles de photos in-games, comme chez les photographes du monde physique, les photographes in-game vont se spécialiser, qui, dans la photo de guerre par exemple, la difficulté capturée à l'instant décisif tout en évitant de se faire tuer dans le jeu, qui, dans la photographie animalière, on voit ici des photos aussi prises dans l'opus d'Assassin's Creed, ou encore dans la photo d'histoire, ici une photo de champ de bataille de la Première Guerre mondiale, passée au noir et blanc, et chaque fois compte évidemment la qualité du cadrage, la luminosité, la tension dramatique, un peu comme dans la photo réelle. Est-ce qu'on peut malgré tout quand même parler de pratique artistique alors que ces photographies elles reposent sur des mondes imaginés, a priori en tout cas par les concepteurs d'un jeu vidéo? Alors, le photographe in-game James Pollock, lui, il décrit sa pratique comme suit. Pour moi, la photographie est un art d'observation et il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant dans un lieu ordinaire. Et c'est ce qu'il fait dans le jeu Mirror's Edge, tiré sous la forme anachronique de Polaroid. Ces clichés répondent à des principes de composition, à un momentané d'un passage d'avion dans le ciel, à des jeux entre lumière soi-disant naturelle et artificielle qui correspondent à une longue tradition de la photographie urbaine. Et aux côtés d'autres photographes, on va percevoir plein d'influences artistiques qui vont nourrir ces artistes. On pense à gauche notamment à l'influence d'un photoreportage comme ceux de Frank Capra. À droite, on va pouvoir percevoir l'influence d'un peintre comme Edward Hopper, ou sinon on va aussi voir celle du cinéma. L'auteur de la photo de chien qu'on voit en bas, Elise Obis, elle parle même pour la photo in-game de néo-pictorialisme, en référence au courant des tout débuts de la photographie, au début du 19e siècle, quand les auteurs s'étaient battus pour faire reconnaître le statut d'œuvre d'art à leur production. Mais alors, quelles seraient les spécificités de ce genre qui différencieraient justement la photographie in-game de la photo de cours ? Alors, il arrive par exemple que les photographes in-game jouent avec les limites même des jeux vidéo. Alors, l'un d'entre eux, un peu pionnier dans la photographie in-game, il s'appelle Robert Overweg, artiste néerlandais, donc au nom légèrement difficile à prononcer pour nous le français, s'amuse lui avec les bugs susceptibles d'apparaître dans les jeux vidéo, et ça va donner comme ça quelque chose d'un peu surréaliste avec un petit côté Truman Show. Et d'autres vont aller dans l'autre sens, contraire, plutôt orienté réalité, comme Alan Butler, lui est américain, il s'est concentré sur la population pauvre dans un jeu comme GTA V, ce jeu vidéo qui se situe à Los Santos, cette ville fictive inspirée de LA déchirée par les gangs. Et lui, justement, il va avoir dans les PNJ, donc personnages non jouables, une critique quasi marxiste du capitalisme tardif. Donc, je vous laisse le choix, en tout cas, de vous réjouir ou de vous inquiéter quand votre adolescent passe trop de temps devant le dernier Assassin's Creed, à moins que vous ne vous mettiez vous-même à devenir un photographe in-game. Ça devient dangereux. Younes, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, là, c'est... Ça repose sur les maths, en tout cas. Ouais, c'est sûr, après, avec tout ce qui est pixelisation, tout ça, effectivement. Mais après, ça reste un art. Et après, on peut ne pas apprécier ou non. Mais ça reste un art. Et si votre jeune reste derrière ses écrans et qu'il teste ces genres de photographie, pourquoi pas, si c'est sa passion. Peut-être que ça va être un moyen pour vous d'expliquer dans l'une de vos prochaines vidéos à quel point les maths sont utiles aussi. Je pourrais faire un lien avec effectivement ce reportage et les maths, c'est sûr. Et voilà, c'est tout fait à votre service. Merci beaucoup, Jeanne. En tout cas, on lance tous les trois la deuxième partie du talk tout de suite.
Les jeux vidéo, le monde physique, l'architecture et tant d'autres choses, effectivement, qui sont façonnées par les mathématiques depuis des millénaires et qui continuent de l'être. Vous mettez aussi l'accent, Youn, sur l'apprentissage de la rédaction comme en devoir. Pourquoi c'est important pour les maths? Parce que quand on pense rédaction, on pense plutôt à la philosophie, à la littérature, au français. En fait, en faisant le lien avec ce que vous dites, les plus grands philosophes étaient des mathématiciens. Et en fait, aujourd'hui, les mathématiques, c'est une science qui va permettre de structurer l'esprit. Et d'avoir ce qu'on va appeler plus facilement un esprit cartésien. Et on va inciter le jeune à avoir cette rédaction parce qu'il va le rencontrer plus tard dans la vie de tous les jours en faisant des projets, en faisant des rapports, en faisant des rédactions. Il va en avoir besoin. Mais en mathématiques, on ne peut pas poser un résultat. On est obligé d'amener tout un raisonnement. Et le raisonnement, il faut qu'on soit capable de le retranscrire avec des règles spécifiques. C'est un petit peu un langage qui est universel et qui va nous permettre à n'importe qui de vous comprendre. Et si on fait cet effort-là quand on est jeune, plus tard, même si vous allez dans le schéma de la philo, dans les langues ou quoi que ce soit, vous retrouverez cette rigueur. En fait, on a tous eu à un moment donné à faire une lettre de motivation. Et si on n'est pas capable de faire une lettre de motivation, ça peut venir, ça peut être une explication, peut-être qu'on n'a pas lu assez, ça peut être aussi ça, mais en maths, en ayant cette rigueur de réécriture, vous retrouverez plus tard les bénéfices. Depuis que vous vous êtes lancé en 2019, il y a eu une réforme du bac en 2021 qui a notamment eu un impact très sur fort. les mathématiques. Effectivement, on a, à mon sens, changé ce qui fonctionnait. Ça, c'est un avis, sachant qu'à l'époque, il y avait des bacs ES, bac S, bac L. Il faut savoir qu'avec le bac ES, à l'époque, il y avait des mathématiques qui étaient prépondérantes, donc avec énormément de filles qui faisaient des mathématiques. Donc on avait un vivier qui était important. Et avec la nouvelle réforme, on a vraiment coupé court et on a donné l'opportunité à des jeunes, dès la classe de seconde, de dire on arrête les sciences. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas... aujourd'hui, avec l'IA qui arrive, avec la data science, tout l'environnement, les véhicules autonomes, tous ces éléments-là, c'est relié par des mathématiques. Donc on ne va pas tous aller vers ce type de métier. On a besoin de formation scientifique. Et c'est très, très dangereux de dire, et surtout un jeune, aujourd'hui, vous dites quelle est la matière que vous n'aimez pas. Moi, j'ai fait un test sur ChatGPT, il m'a mis c'est les maths. C'est les maths. Donc même lui, il est déjà formaté à nous dire que c'est les maths qui pose problème. Bien sûr. Et donc je pense qu'on arrive, c'est avec le temps. Et là, on ne va pas revenir en arrière, mais il y a un peu plus de jeunes qui vont se centraliser vers les maths avec si la réforme continue son sens, en première, on aura une évaluation finale. Ça, c'est important. Comme ça, on incitera les jeunes au moins à garder les mathématiques. Jusqu'à la fin de la première. Au moins à la travailler. Parce qu'il y aura, entre guillemets, ce qu'on appelle sanction, une évaluation. Vous nous expliquez que c'est essentiel. Donc, on a parlé aussi du rôle des mathématiques et des sciences auprès des jeunes filles et de leur carrière et de leur possibilités d'orientation derrière, avec des facteurs qui peuvent expliquer leur appréhension aussi. Vous avez écrit des tribunes aussi, vous prenez la parole sur des sujets tels que comment vaincre ma peur des maths. Les maths, c'est une discipline qui récompense les plus courageux. Et ça, c'est un titre qui m'a marqué. C'est parce que c'est l'expérience. Moi, je vous le dis à tous, j'ai pas été bon en maths quand j'étais jeune. Ça, il faut le savoir. J'ai deux enseignants qui m'ont vraiment boosté. Et en fait, dans ma vision de l'enseignement, c'est la confiance, redonner la confiance aux jeunes. Si on arrive à débloquer ce levier de conscience, il pourra tout faire. De confiance, il sera capable de tout faire. Et donc, en fait, ça va passer par des messages qui sont positifs. Même s'il a faux, redonnez-lui au moins une information, il y a quelque chose qui a été correct. Donc, on va le valoriser dans ce sens-là. Tu es capable de faire. C'est important de dire à un jeune, tu peux le faire. Après, c'est lui qui a les clés en main, mais tu peux le faire. Si on dit à un jeune, tu n'es pas capable, vous le confortez dans son raisonnement premier et primitif, donc il va se fermer. Donc c'est une question de pédagogie et de confiance en l'autre aussi. Je pense qu'il faut être... on l'a tous en nous, mais à mon sens, je ne dis pas que je dis la vérité, mais je pense que c'est la bienveillance et dire aux jeunes vous êtes capable de faire. Et surtout vous, quand vous êtes parents, parce que les parents, vous allez accompagner vos enfants à travailler, soyez avec eux à leur écoute et soyez pas tout de suite dans l'énervement. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un blocage et essayez de comprendre. Et c'est vrai qu'il y a l'affect qui intervient, donc c'est très compliqué. Moi, typiquement, je ne fais pas courir ma fille, parce que je suis un mec super cool, mais des fois, je peux vite me fâcher. Donc, j'ai mon frère qui est prof de maths, j'ai cette chance-là, donc il lui fait, mais c'est être à leur écoute, essayer de comprendre ce qui ne va pas, et leur donner des outils complémentaires pour qu'ils puissent réussir. Alors justement, réussir, outils complémentaires, il y a bientôt dans quelques semaines, maintenant ça arrive vite, le bac, l'épreuve du brevet aussi. Quels sont les pièges à éviter, les stratégies de révision les plus efficaces pour réussir? Je pense que ça va être dur à entendre pour certains. En fait, globalement, les jeunes, par expérience, vont commencer à réviser début juin. Ça, c'est l'expérience globale. C'est un peu tard, non? Ça, c'est un peu tard, il reste 3 semaines. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire 30 minutes de maths par jour à partir de maintenant. Et vous verrez les effets que ça donnera pour le baccalauréat. Et pour le brevet également. Et c'est surtout, en fait, moi, j'ai fait 2 vidéos qui sont sur YouTube. J'ai appelé ça les 46 questions à savoir pour le bac.
On va pouvoir résumer le bac, si on peut le dire ainsi, grossièrement, en 46 questions, mais c'est des notions qui sont hyper importantes. Et si vous savez les faire, vous serez prêt le jour J. Mais ces notions-là, il faut les préparer en amont. C'est ce qu'essayent de faire tous les collègues. C'est pour ça qu'ils vous font des contrôles toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est pour vous faire travailler la rigueur. C'est comme un joueur de haut niveau. S'il ne fait pas d'entraînement, il n'arrive pas. Vous prenez un Cristiano Ronaldo pour qu'il ait ce niveau-là aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, il s'entraîne tout le temps. Les maths, c'est pareil. 30 minutes par jour ou 45 minutes par jour, parce qu'on est en terminale, donc au moins 45. Si vous faites ça, c'est sûr que ça marche. C'est pas toujours facile à entendre. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Je vois la tête de Jeanne. Jamais trop tard ou pas? Non, mais en fait... il est jamais trop tard? Non, il est jamais trop tard. Mais en fait, nous, ce que je dis pour les élèves qui sont en terminale ou dans les pans qui nous regardent, nous savons que nous, ce qu'on va faire avec G20 en maths, YouTube, déjà aujourd'hui sur TikTok, vous avez des vidéos tout le temps qui sont mises en ligne, 3 minutes pour réviser. Ouais. Et sur YouTube, c'est en accès libre. Tous les jours du mois de mai à juin, c'est-à-dire 45 jours de révision intensive. Chaque soir, je fais une vidéo avec les élèves et je réponds à leurs questions pour les entraîner parce que je suis persuadé qu'il faut le faire en amont et pas les 3 dernières semaines. Le risque avec ça, et le risque, en tout cas d'un point de vue extérieur, en assistant à vos lives, en regardant vos vidéos, c'est très vite d'être pris dans l'algorithme et de regarder complètement autre chose que ce dont on était convaincu, ce qu'on avait envie de voir, en fait, non? Nous dans la situation de révision, en fait, c'est une vidéo égale une notion, même si elle dure 3 quarts d'heure, c'est une notion sur un chapitre. C'est-à-dire, on fait les suites. Alors, c'est un peu barbare, les équations différentielles, les intégrales, des termes qui font un peu grisonner, un peu peur, mais on est vraiment sur une notion. Donc, le jeune, il n'est pas perdu. Et après, il faut arriver à le captiver. Et ma manière de captiver, c'est de répondre à leurs questions. C'est ça qui permet de garder l'audimat en ligne. C'est quoi les bonnes qualités d'un professeur de maths aujourd'hui? Ou les qualités d'un bon professeur de maths? Je pense que c'est comprendre que l'élève ne comprenne pas. Et ça peut paraître complètement anodin, mais si vous comprenez et si vous savez que le jeune ne comprendra pas certaines notions, il faut en amont avoir déjà des leviers. En fait, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que je fais un pari avec eux, j'écris au tableau des questions, je ferme le tableau et je leur dis à la fin du cours, j'ouvre mon tableau et on regarde si les questions que vous m'avez posées, elles y étaient pas ou pas. Et globalement, il y a 75% des questions qui sont présentes. Ouais. Parce qu'on a l'habitude, en fait, de ce genre de questions. Et c'est anticiper le besoin, c'est anticiper la crainte de... C'est ce que j'allais vous dire. Et après, il y a un point qui est aussi important en tant qu'enseignant, c'est le non-verbal. C'est extraordinaire. C'est en fait, si vous avez un jeune qui est effacé, si vous avez un jeune qui peut ne pas être intéressé, ne pas le stigmatiser, mais passer dans les rangs et juste lui poser un petit mot, dire ça va, est-ce que tu as pas compris, dis-moi ce qui va pas, mais en off. C'est vrai qu'il faut qu'on ait des petits groupes, mais c'est ça en fait, c'est essayer d'emmener tout le monde avec soi, même si les mots sont hétérogènes, mais c'est vraiment le langage non-verbal, c'est très important. Mais un bon prof, à mon sens, c'est être à l'écoute de ses élèves. Et surtout la bienveillance. S'il n'a pas compris, eh bien, on réexplique et sans émettre de jugement. Et ça vous donnera peut-être l'occasion d'avoir 20 en maths. C'est en tout cas le nom de cette entreprise, G20 en maths. Merci beaucoup, Younes Messoudi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir. Merci à vous aussi, Jeanne, d'avoir été avec nous en plateau aujourd'hui. Vous savez, vous êtes prête à avoir 20 en maths? J'ai déjà 20 en maths, là. C'est vrai. Moi, je sais faire que 50% pendant les soldes. Le reste, je suis incapable. Allez, on continue. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission ainsi que la régie derrière lui. À demain, 12h30, toujours sur School TV.